Nous sommes très heureux de vous accueillir ici au vaisseau pour ce moment de rencontre sur la notion d'inclusion. Je salue bien évidemment tous les intervenants de la table ronde. Monsieur le délégué de la GFIP que je cherche, il est là. Je tiens à saluer Monsieur Bonnet qui va être l'animateur, mais qu'on a l'habitude ici de croiser. Il a souvent animé des conférences, des rencontres aussi au département, et je suis très heureux de le voir. Mais c'est un habitué du vaisseau. Il y vient régulièrement. Alors peut-être en famille, avec les enfants, les petits-enfants. Ils sont grands maintenant, mais le vaisseau est un lieu, pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore, c'est un lieu de rencontre, un lieu de convivialité, un lieu qu'on a souhaité construire à l'époque, mes prédécesseurs, pour finalement permettre à des personnes qui n'étaient pas forcément sensibilisées aux sciences de réussir à appréhender les sciences en s'amusant. Je pense je ne sais pas dans la salle, mais en tout cas moi, j'étais plutôt en situation de handicap vis-à-vis de l'apprentissage des sciences. Malheureusement, je n'avais pas à l'époque le vaisseau, mais aujourd'hui les enfants appréhendent les sciences différemment grâce au vaisseau. C'est pas moi qui le dis, c'était l'ancien président de l'université, M. Beretz, qui disait qu'ils avaient vu une évolution dans l'appétence aux sciences avec la réalisation du vaisseau, et je m'en réjouis. C'est symbolique aussi pour cette rencontre qu'on se retrouve au vaisseau, parce que l'inclusion se vit et s'apprend au vaisseau de manière très concrète. D'abord parce que, mais comme tous les équipements publics devraient l'être, il est complètement accessible. Alors là, je parle sous le contrôle de personnes en fauteuil roulant. Est-ce qu'il est complètement accessible ? Oula, il y a une grande respiration. Disons qu'il est accessible, mais qu'il y aurait des choses à améliorer. Ah, très bien. Alors écoutez, vous nous le direz. Sabine, je compte sur toi pour aller échanger avec monsieur dès que ce sera possible pour voir encore les marges de progrès. Et par rapport moi qui viens de Marseille, vous êtes à haut niveau. Ah, merci. Ouf, je suis soulagé, mais je mesure qu'il y a toujours des marges de progrès. Et la volonté, c'était bien sûr que ce lieu soit accessible à toutes les formes de handicap. C'est aussi pour ça que, par exemple, les expositions sont en braille aussi pour les malvoyants. Chaque fois que nous appréhendons de nouvelles expositions, de nouveaux projets, nous avons à cœur à ce que ce bâtiment soit complètement adapté, accessible aux personnes en situation de handicap. Nous avons voulu que cet outil d'apprentissage des sciences soit aussi un lieu où on appréhende différemment la différence, on apprenne à vivre la différence. Et c'est pour cette raison que, pour la visite de ces lieux, on met à disposition aussi des fauteuils roulants, des béquilles. Et du coup, les jeunes, finalement, vont faire le parcours. Certains jeunes qui ne sont pas en situation de handicap vont faire le parcours en fauteuil roulant ou en béquille, ce qui permet aussi d'atténuer le sentiment de différence, de faire en sorte que la différence soit quelque chose de beaucoup plus commun. Et beaucoup de jeunes, finalement, utilisent cette possibilité-là. On a toujours voulu aussi qu'il y ait régulièrement des parcours dans le noir, avec des étapes. On a eu un grand parcours dans le noir. On pouvait même manger. Il y avait un restaurant dans le noir il y a quelques années au vaisseau. C'était aussi là la volonté de pouvoir appréhender le handicap différemment. Donc on est vraiment dans ce lieu qui doit être un lieu où le handicap est appréhendé différemment, et c'était important à nos yeux. Important pour plusieurs raisons, parce que on veut changer le regard sur le handicap, et
pour l'inclusion, changer le regard, c'est forcément important. Important parce que le département, la collectivité départementale, sa mission première, c'est l'inclusion. Moi, ma première priorité en tant que président, c'est personne ne doit rester au bord du chemin, c'est une place dans la société pour tout le monde, une place dans l'emploi pour un maximum de nos concitoyens. Toutes les politiques, dans leur transversalité qu'on peut porter aujourd'hui au département, sont dans cette logique-là d'inclusion. Parce que les handicaps peuvent être différents. Il y a aussi des formes de handicap social. Nous sommes la collectivité du social, puisque 60% du budget de la collectivité départementale est consacré au handicap, aux personnes âgées, à l'insertion dans l'emploi, à la protection de l'enfance. Donc on est forcément sensibilisé à cette question. Il se trouve qu'en parallèle, je préside les affaires sociales à l'Association des départements de France et qu'à ce titre, je suis amené aussi, bien évidemment, à travailler très régulièrement avec les parlementaires, avec les ministres concernés. Et je dois dire que j'ai beaucoup de plaisir, je le dis très ouvertement, beaucoup de plaisir à travailler avec Madame Cluzel, ministre du handicap. Je la vois régulièrement, elle est dans une volonté de travail partenarial à la fois avec les collectivités, mais aussi avec le tissu associatif. Et là, je tiens encore aussi à vous saluer tous et à saluer en particulier le tissu associatif. J'ai omis de saluer également les élus qui sont présents, et notamment Marie-Dominique Dressé. Merci à toi pour ton engagement au quotidien sur les politiques sociales et notamment sur le handicap à Strasbourg. Alors, la notion d'inclusion, pour moi, elle est importante puisque c'est le quotidien de notre action publique. On voit bien qu'avec la mise en œuvre de la réponse accompagnée pour tous, on a changé de paradigme, de prisme de lecture sur le handicap. Je trouve qu'on considérait souvent les personnes en situation de handicap comme des dossiers. Aujourd'hui, c'est le parcours de vie qui est devenu l'élément fondamental. C'est comment on peut faire en sorte que les personnes, dans leur quotidien, aient une place dans la société. Dans l'inclusion, c'est la dimension d'accessibilité universelle que nous portons. C'est aussi bien sûr, le droit à la scolarité, le droit à un habitat, le droit à un travail, et même le droit à l'amour. Ça fait deux années consécutives qu'on organise au département des rencontres sur cette question. Moi, je suis très heureux qu'on aborde ce sujet qui a parfois été un peu un sujet tabou. Et on l'a abordé à 2 reprises et on s'enrichit de ces échanges pour aussi permettre aux personnes en situation de handicap de vivre en amour. Et ça, c'est à mes yeux très important. L'inclusion, c'est aussi aujourd'hui faire du sur-mesure. Parce que les situations sont diverses et variées. On voit bien qu'on ne peut pas venir d'en haut et puis calquer ça de manière uniforme sur les différentes situations. Et c'est le rôle de la maison départementale des personnes handicapées, Madame la directrice, c'est son quotidien. Rendre la MDPH plus humaine et plus efficace. C'est le travail au long cours. C'est difficile parce qu'en même temps, le nombre de personnes en situation de handicap est en augmentation, qui sollicitent la MDPH, qu'on n'a pas forcément des moyens supplémentaires pour y faire face, qu'on a des enjeux de numérisation, de réorganisation qui nous sont demandés, qui sont légitimes, mais qui du coup sont chronophages en temps. On a beaucoup travaillé avec les associations de personnes en situation de handicap dans le Bas-Rhin pour déjà simplifier les situations administratives. J'étais encore récemment auditionné par le député Taquet qui fait aussi là un travail aujourd'hui pour simplifier toutes les démarches administratives. On a revu avec les associations sans courrier. J'en suis très fier parce que je trouvais que les courriers étaient incompréhensibles de la MDPH, qu'il fallait être énarque ou polytechnicien pour comprendre les courriers qui étaient envoyés. Et donc, avec les associations de personnes en situation de handicap du département, on a rebalayé 100 courriers administratifs classiques pour les rendre plus humains, plus simples. On était quand même arrivé à des situations où parfois on annonçait des bonnes nouvelles à des personnes qui attaquaient la décision qu'on venait de leur annoncer parce qu'ils n'avaient pas compris le courrier.
Donc vous voyez, il y avait du coup des vraies marges de progrès. Alors, c'est pas terminé, hein. Tous les jours, il faut remettre l'ouvrage sur le métier et on continue. Il y a aussi des situations que j'ai eu l'occasion de donner aussi au député Taquet, c'est la durée des certificats médicaux. Quand tous les 3 ans, c'est une personne qui avait une jambe coupée qui me disait tous les 3 ans, je dois justifier que ma jambe n'a pas repoussé, on voit bien qu'on n'est pas dans le respect de la dignité des personnes. Et que là, il y a à la fois plus de dignité à acquérir et des économies et du gain de temps pour les équipes que peut générer aussi une simplification administrative, une réorganisation administrative. Donc on est surtout sur tous ces enjeux-là et avec cette volonté de travailler sur 5 axes autour de l'inclusion. L'axe de la sensibilisation, de l'information et de la formation, aussi bien en direction des équipes qui vont être en proximité avec les personnes en situation de handicap, en lien avec les familles. Les familles et les associations jouent un rôle majeur. Vous savez, moi, je défends ce que j'appelle le bottom-up. Il faut partir de la réalité des terrains pour faire changer les politiques publiques. C'est-à-dire, à partir des situations que les gens vivent, on est en mesure de mieux comprendre comment il faut faire évoluer les politiques. Ce n'est pas en faisant des démarches descendantes qu'on va trouver des solutions. Non, c'est en partant des réalités, des situations que des personnes en situation de handicap sont amenées à vivre. Donc, sensibiliser, informer, former, prévenir. Travaillons aussi beaucoup en ce moment sur comment diagnostiquer très tôt le handicap. On en parlait avec Mme Cluzel il y a encore quelques jours dans le cadre de la préparation du nouveau plan autisme, où le diagnostic précoce est fondamental et où la protection maternelle et infantile, qui est la responsabilité du département, doit jouer un rôle majeur. Il y a les enjeux de l'adaptation du logement à la perte aussi d'autonomie, qui peut aussi arriver dans le cadre notamment du vieillissement. Et là, on a une association d'experts, le CEP SICAT, c'est le Centre d'exposition permanent SICAT, qui est un showroom qui permet de montrer comment on peut modifier un logement, l'adapter au handicap, l'adapter à la perte d'autonomie. Donc là, on est là en soutien. Et cette association, on la finance aussi pour qu'elle intervienne dans les territoires, au plus près des situations que les personnes peuvent avoir à rencontrer. Il y a la nécessité, bien sûr, d'accompagner la personne. Après, la prévention, c'est l'accompagnement. On voit bien à travers les logiques de parcours, mais la réponse accompagnée pour tous, c'est ça, c'est être au quotidien en soutien des personnes. C'est dans cette idée à la fois de décentralisation des équipes que j'évoquais. C'est aussi le placement en emploi. Ça, c'est pour nous quelque chose de fondamental, puisque 21% des personnes, chez les personnes en situation de handicap, il y a un taux de chômage de 21%. C'est plus du double du taux national. On voit bien qu'il y a des grandes marges de progrès. Le gouvernement a fait le choix de réduire les contrats aidés. Or, à nos yeux, c'était quand même un sas, un tremplin pour des personnes très éloignées de l'emploi pour accéder à l'emploi. Donc on a décidé, nous, au département du Bas-Rhin, de continuer à financer les contrats aidés pour les personnes bénéficiaires du RSA et pour les personnes en situation de handicap. Donc on se substitue au financement de l'État pour ça, parce qu'on préfère aussi payer et financer l'activité et l'emploi que de financer l'inactivité, et parce qu'on sait bien que pour avoir une place dans la société, l'emploi reste un élément majeur et fondamental. Donc on est dans ce travail-là. On travaille avec la GFIP, monsieur le délégué, pour améliorer nos performances au niveau de la collectivité départementale, parce que je n'étais pas satisfait du nombre de personnes en situation de handicap employées dans la collectivité. Et donc, nous avons ensemble cette volonté de travail partagé pour qu'on aille plus loin dans l'accessibilité en l'emploi, d'abord dans la collectivité départementale. Moi, je défends ce que j'appelle l'emploi pour tous. Je trouve qu'on stigmatise encore. On dit des gens, ils ont la hache, ils ont le RSA. Bien, ça stigmatise, je pense, une partie des personnes en situation de handicap, que le handicap soit moteur, mental, ou que le handicap soit social.
je trouve qu'il faut sortir de ces logiques-là. J'ai fait des propositions, je suis en train de faire des propositions au gouvernement que nous avons partagées avec les autres départements pour justement donner des possibilités d'emploi et sortir de ces stigmatisations et de travailler pour l'emploi pour tous. Parce que même si c'est 1 heure de travail par semaine, en tenant compte des réalités des handicaps des uns et des autres, 1 heure, ça donne déjà aussi une dignité, une respectabilité aux personnes. Et donc, ça a du sens, en tout cas à mes yeux, de travailler sur ces sujets. On est beaucoup aussi sur le logement inclusif, sécurisé et autonome. On a fait des expériences intéressantes dans le département avec des expérimentations de prestations de compensation du handicap mutualisées. Mais on voit bien aujourd'hui que les textes législatifs doivent évoluer pour qu'on puisse aller plus loin, pour que le logement autonome puisse être développé encore plus fortement sur le territoire. J'étais voir dans le Nord, notamment dans le département du Nord, où ils ont fait des expériences très intéressantes. Donc on travaille aussi sur tous ces sujets-là. Voilà, je ne veux pas être plus long. Malheureusement, j'ai appris un peu tardivement la réunion de cette rencontre, mais je tenais absolument à être là pour l'introduire parce que c'est vraiment un sujet majeur pour la collectivité départementale. En plus, on est très fiers que vous ayez choisi, monsieur le délégué, ce lieu pour cette rencontre parce qu'il est pour nous très symbolique. Et je serai très attentif aux propositions, aux remarques qui pourront se dégager des échanges que vous aurez aujourd'hui. Et je vous remercie par avance de votre implication et des propositions que vous pourrez nous faire parce qu'on veut être dans les départements pilotes, pionniers, départements inclusifs. C'est une démarche que Mme Cluzel, la ministre, veut lancer et sur lesquelles on veut s'inscrire dans le département du Bas-Rhin. Et donc, pour être vraiment un département inclusif, on doit vraiment être à l'écoute des réalités du terrain et des expériences que vous pourrez nous livrer et des propositions que vous pourrez nous formuler. Donc je vous souhaite une belle journée d'échange et je vous prie d'excuser un petit peu mon propos un peu long, mais c'est parce que c'est quelque chose, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur et sur lequel j'ai envie d'être très impliqué. Merci beaucoup et très bonne journée à vous. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup pour cette intro. Effectivement, à notre matinée, si on n'est pas trop ambitieux, on va déjà commencer par la matinée. J'invite le délégué régional de l'AGFIP à prendre place également au pupitre et au micro. C'est à vous. Merci beaucoup. Mes premiers mots seront des remerciements renouvelés au président pour ses mots et pour sa présence ce matin dans ce magnifique vaisseau, présence qui traduit et matérialise l'engagement du département sur la thématique du handicap et l'importance qu'à titre personnel il y consacre et il y attache. Merci beaucoup aux représentants élus associatifs présents ce matin et merci aux intervenants qui tout à l'heure, vous proposeront d'intégrer avec eux ce débat autour de la notion de l'inclusion. C'est la thématique de notre matinée. Elle s'inscrit dans une volonté collective, partagée et comme le président l'a rappelé, portée par Madame Cluzel et qui, à n'en pas douter, constitue un évident traceur de notre société. C'est, à l'évidence, un élément fort du développement d'une démocratie dynamique que de garantir cette forte capacité d'inclusion. Alors, nous allons évidemment nous intéresser, pour ce qui nous concerne, à la thématique de l'emploi dans le secteur privé, en particulier. Vous savez que pour ce qui concerne l'emploi dans le secteur public, nous avons un alter ego, le FIPHFP, qui participe de la même ambition et de la même volonté de développement et d'accompagnement de l'emploi dans les fonctions publiques. Pour ce qui concerne l'AGFIP, notre credo, c'est l'emploi et le maintien dans l'emploi dans le secteur privé, quels que soient les secteurs, et quelle que soit la nature des contrats en question. La matinée est également placée sous le signe
d'une volonté également commune et partagée, celle d'aller plus loin. En effet, vous avez, j'en suis certain, été attentif à un certain nombre d'analyses récentes sur la politique d'emploi des personnes handicapées, sur la volonté du gouvernement d'aller plus loin et de stimuler l'ensemble des dispositifs et des acteurs qui concourent au développement de l'emploi et du maintien dans l'emploi des personnes handicapées. C'est une ambition que nous partageons et qui prendra probablement et très probablement corps dans un certain nombre de textes législatifs et réglementaires qui sont en cours de révision, puisque est actuellement engagée une réflexion visant à réformer l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés en milieu ordinaire de travail. Cette réflexion, elle est portée par Mme Cluzel et Mme Pénicaud et fait l'objet d'une concertation en ce moment même auprès des partenaires sociaux du secteur associatif et sera traduite dans des textes législatifs qui seront soumis probablement à la fin du mois d'avril au Conseil des ministres, puis feront l'objet des habituelles discussions et nécessaires discussions parlementaires. Donc, cette fameuse loi de 2005, qui avait déjà réformé la loi historique de 87, a vocation à être révisée dans les prochains mois. Et elle est, cette révision, portée par une double volonté. La première, c'est une volonté de simplification. Une volonté de simplification. Nous sommes souvent taxés de complexité. Le président l'a rappelé, nous avons régulièrement des proses complexes. Nous pourrions, nous aussi, faire notre mea culpa sans l'ombre d'une difficulté. Et pour les entreprises, l'emploi des personnes handicapées est également souvent un casse-tête, notamment lorsqu'il s'agit de procéder à la déclaration d'obligation d'emploi des travailleurs handicapés annuels. Donc la volonté du gouvernement, à laquelle nous nous associons bien volontiers, c'est la simplification des règles d'application de l'obligation d'emploi en entreprise, de manière à ce que l'ensemble des acteurs économiques puissent avoir sur ce sujet une lecture la plus simple possible, la plus réactive possible, et puissent donc in itinéré tout au long de l'année, mener des actions en faveur de l'emploi et du développement de l'emploi et en vue de satisfaire à cette obligation. Simplification, c'est le premier mot-clé de la réforme qui est engagée. Le deuxième mot-clé de la réforme engagée, c'est incontestablement l'inclusion en privilégiant l'emploi direct. Aujourd'hui, l'obligation d'emploi, elle permet de satisfaire on peut satisfaire à cette obligation de différentes manières. La priorité portée aujourd'hui par l'ensemble des acteurs associatifs et relayée très fortement par le gouvernement, c'est de privilégier l'emploi direct, l'embauche directe de personnes handicapées au cœur de l'appareil productif. C'est la notion d'inclusion. Il faut contribuer à cette notion d'inclusion tout au long du parcours et tout au long de la vie professionnelle qui, nous le savons aujourd'hui, a vocation à être plus longue que par le passé. Donc, favoriser l'intégration, garantir le maintien dans l'emploi tout au long de la vie, vont constituer pour nous des priorités et évidemment des actions sur lesquelles nous devrons collectivement nous mobiliser, puisque ce sont bien entendu les acteurs de terrain, les acteurs qui sont au contact des personnes handicapées des entreprises, qui seront les plus à même de traduire opérationnellement cette politique et de permettre sa réussite. Aller plus loin, ça impose, bien entendu, souvent, de se réinterroger sur ces pratiques et de changer d'angle dans ces pratiques professionnelles. C'est l'objet de notre réflexion de ce matin. Il faut que nous puissions tenter de sortir un peu des sentiers battus, réinterroger, je le disais à l'instant, nos pratiques professionnelles, soutenir des initiatives nouvelles, innovantes, en tout état de cause, réfléchir ensemble à l'atteinte des objectifs que nous visons, celui de l'objectif prioritaire, qui est celui de l'inclusion. Voilà, donc c'est dans cet esprit que nous nous situons ce matin. Nous espérons évidemment que cette matinée sera interactive. C'est la raison pour laquelle je vais m'arrêter immédiatement de m'exprimer, de donner la parole donc à ce temps d'échange et ensuite
un large temps, je l'espère, aux questions-réponses avec la salle. Merci à vous encore de votre présence et votre participation. Merci beaucoup. Merci à vous. Je fais un petit peu de ménage, excusez-moi, mais il faut maintenant que je me mette à la bonne place. Voilà, merci mesdames, messieurs pour votre présence aussi nombreux. Je m'appelle Didier Bonnet, je suis journaliste. Le président Biry a eu la gentillesse de me présenter un petit peu tout à l'heure. Effectivement, je suis souvent sollicité pour animer des tables rondes, colloques et conférences. D'ailleurs, j'observe que les tables sont presque rondes aujourd'hui, c'est exceptionnel. Cela dit, deux petits mots pratiques avant de commencer. La première chose, nous sommes dans la catégorie souriez, nous sommes filmés. Ça veut dire que nous sommes aussi enregistrés. Donc tout à l'heure, quand j'aurai le plaisir de me tourner vers vous directement pour vous proposer de prendre la parole, merci d'attendre d'avoir un micro avant de parler. D'abord pour que ce soit effectivement sur le son, et deuxièmement pour faciliter la tâche aussi des personnes qui médiatisent nos propos aux personnes malentendantes. C'est aussi important dans ce sens-là. Voilà. Merci beaucoup. Donc on va commencer par le premier... Ah oui, non, j'avais dit un deuxième petit mot. Merci de veiller le fait que vos téléphones portables soient, sinon éteints, au moins sur silencieux. Merci par avance. Dans une petite salle, c'est un peu casse-pied quand ça se met à sonner tout d'un coup. Moi, je vais vérifier, c'est bon. Je suis tranquille là-dessus. Voilà, on va commencer par faire la présentation des 4 intervenants. Je vous en prie, prenez les micros. Alors, il y en a 3 pour 4. On va en laisser... Voilà. Merci de faire un peu la transmission. Voilà. Si vous pouvez en passer un également, voilà, merci beaucoup. Alors, un petit curriculum vitae en 3-4 phrases. Dites-nous d'où vous nous parlez, qui vous êtes. On commence par vous. Bonjour à tous, merci de m'avoir invité. Je suis Odile Romer, je suis enseignant-chercheur en psychologie sociale à l'Université de Strasbourg. C'était court et bref, parfait, merci beaucoup. Dominique Lerche. Dans une vie antérieure, j'étais inspecteur d'académie, donc en prise directe sur ce qu'on appelle l'AIS, ce qu'on appelait l'AIS, maintenant l'AS, et ensuite directeur du Centre national qui prend en charge l'enseignement aux enseignants qui apprennent la langue des signes, le braille, enfin surtout l'informatique. Et puis, étant historien, je me suis aperçu qu'il y avait sur le sujet complexe du handicap et encore plus sur l'enseignement aux handicapés sans ouvrir tout de suite la boîte, qu'il y avait un véritable désert. Et donc, je m'y suis mis et j'ai fait quelques travaux historiques sur ce domaine-là. Merci, Madame Gerbert. Agnès Gerbert, merci de m'avoir associée au débat de ce matin. Je dirige l'association Action et Compétences qui porte la nouvelle convention qui a associé les services Cap Emploi et SAMET au profit d'un organisme de placement spécialisé. Je vous rassure, les missions sont quasi identiques, si ce n'est qu'effectivement le législateur, puisque c'est une volonté du législateur d'avoir unifié ces deux services, est de davantage œuvrer en faveur de la sécurisation des parcours professionnels et éviter le morcelage des parcours entre quelqu'un qui est à la fois demandeur d'emploi, qui cherche un emploi, qui est placé, pour lequel l'état de santé pourrait s'aggraver et il risquerait à nouveau de perdre son emploi, et pour lequel à nouveau il serait obligé de recommencer tout un travail sur son parcours. Et donc la volonté est d'effectivement d'unifier cela. Donc je suis sur les sujets de l'insertion des personnes handicapées depuis 25 ans maintenant. Merci. Monsieur Queneau. Donc bonjour, je suis David Queneau. Donc je suis invité en tant que travailleur avec un handicap car j'ai un problème de vue, je suis malvoyant. Lorsqu'on m'a invité, j'ai dit mais je ne suis pas expert dans ce domaine comme les autres personnes sur le plateau. Mais j'ai mon expérience, j'ai travaillé, je suis anglais d'origine, je suis venu en France il y a 20 ans pour faire une année Erasmus et je suis resté à Strasbourg. Et j'ai travaillé dans 3 grandes entreprises de la région dans différents postes de cadre. Et ensuite, il y a 18 mois, j'ai créé ma société. Je suis devenu franchisé de la marque Shiva, donc ménage, repassage à domicile, avec une agence à Strasbourg et depuis cette semaine, une deuxième agence à Ikirch.
Donc, je vous remercie de m'avoir invité à ce titre. Donc, vous aurez votre expertise d'usage à nous partager. La première question que je vais vous poser, je vais vous poser la même à tous les quatre pour ce coup-ci, pour démarrer le débat. En tant que journaliste, mon métier est d'un petit peu d'essayer justement d'explorer ce qu'il y a derrière les mots. Quand je vois qu'on parle maintenant de la notion d'inclusion, alors qu'on a parlé d'intégration pendant des décennies, est-ce que c'est juste une coquetterie verbale? Est-ce que c'est de la novlangue? Madame Romer, je voudrais déjà commencer par vous sur cette question. Alors, pour moi, ce n'est pas juste une coquetterie verbale, c'est philosophiquement fondamentalement différent. Je pense que c'est un mouvement vers lequel on va, c'est un processus, c'est pas un état, l'inclusion. J'ai l'impression aussi que ça dépasse largement la question du handicap, mais ça concerne plutôt la question des différences en général dans notre société. C'est peut-être aussi revenir sur quelque chose qui a été très fort à un moment donné. Je suis assez bien placée pour en parler parce que avant d'être enseignant-chercheur, j'ai été rééducateur. J'ai passé de longues années en centre de rééducation. Et notre vocation en tant que rééducateur, c'était quand même l'assimilation, c'est-à-dire faire en sorte, en particulier pour les personnes en situation de handicap, qu'elles ressemblent le plus possible à quelqu'un qui pourra revenir dans le monde du travail parce qu'il ressemblera aux autres. On a vu que ça nous conduisait à l'échec. C'est moi-même ce qui m'a entraîné à peut-être prendre un petit peu de recul et avoir moins la position bottom-up qui était défendue tout à l'heure, mais prendre un petit peu de hauteur pour réfléchir à pourquoi cette idée de vouloir qu'on se ressemble tous, elle ne marche pas. Donc pourquoi cette idée d'insertion, elle ne marche pas, pour aller vers une idée plutôt d'inclusion, où au lieu de se ressembler tous, on accepterait peut-être qu'on soit tous, quelque part, différents les uns des autres, en enlevant cette idée de hiérarchie. C'est-à-dire, si je n'arrive pas à être le même que l'autre, je ne suis pas forcément moins bien. Et ça, je pense, c'est un très long cheminement. On n'y est pas du tout encore, mais je ne pense pas non plus qu'on va faire marche arrière, je pense qu'on y va. Voilà. Merci pour ce premier commentaire. Monsieur Lerche, qu'en pensez-vous, ce changement de vocable? Quel est son sens, selon vous? Question difficile sur laquelle je peux juste donner deux éclairages. Le premier, c'est que c'est récent et que par conséquent, on n'a pas automatiquement les uns et les autres suffisamment de recul. Et vous l'avez vous-même dit, pendant très longtemps, c'était plutôt le mot d'intégrer. Et donc, je crois que c'est important de dire qu'on a en 2005 un acte politique fort qui dit maintenant, intégrer, c'est terminé, inclusion, c'est notre avenir. Et c'est récent, ça fait 13 ans et, excusez-moi, un certain nombre de politiques sont déjà là en train de dire « je voudrais voir les résultats ». Bon, c'est un peu court. Et puis deuxième chose, et je serai très bref là-dessus, c'est pas uniquement le Keshel Club local, c'est une volonté européenne. Et par conséquent, une des choses qui est fondamentale, c'est de regarder ce qui se passe ailleurs. Quel que soit le ailleurs, c'est une bonne chose. Alors, pensez, avec le tram, nous, c'est juste à côté. Mais enfin, c'est fondamental de regarder ce qui se passe ailleurs, où, dans certains cas, les pays ont pratiqué une politique d'inclusion beaucoup plus tôt que nous. Madame Gerbert. Pas facile de démarrer sur ce sujet parce que, comme vous le dites très exactement, c'est une notion nouvelle dans notre pays et en même temps, elle recouvre multitude de concepts. Et toutefois, nous faisons déjà de l'inclusion. Comme j'ai brainstormé avec des personnes et des amis de mon entourage et on m'a dit l'inclusion, c'est aller plus loin que l'intégration. Vous l'avez dit effectivement ce matin. Et une amie m'a susurré ce matin qu'il s'agit plus d'adapter l'environnement à la personne qui, au demeurant, fait déjà un effort, elle, de son point de vue, de par la présence de son handicap et la nécessaire adaptation pour elle de s'intégrer à notre société et dans quelle mesure, effectivement, notre environnement et notre société fait cet effort d'adaptation également. Et la difficulté à laquelle nous sommes confrontés est d'intégrer le fait que cette notion d'inclusion est en fait une normalité et non pas une différence. Et là, on est sur un vaste débat qui, certes, il y a une volonté européenne, mais pour qu'elle soit active dans nos quotidiens, il faut que nous en fassions d'abord la nôtre.
Alors, Monsieur Queneau, j'élargis un peu la question. Racontez-nous aussi un petit peu comment est passée pour vous votre intégration à la vie professionnelle, puisqu'à votre époque, on ne disait pas encore le mot inclusion. Oui, je pense que, en tout cas, l'inclusion pour une personne avec un handicap, clairement, c'est dans le monde professionnel, parce que c'est le sujet d'aujourd'hui, c'est de sentir, malgré une petite différence, comme les autres, quelque part. Je pense que le plus important, c'est l'obtention, alors même pour les gens, les jeunes valides, c'est d'obtenir son premier poste ou son premier stage. C'est encore 10 fois plus, je dirais, pour les personnes ayant un handicap, parce que l'employeur, et j'ai recruté moi-même des personnes par la suite, peut avoir une réticence. Est-ce que le jeune, il va s'adapter à ça? Si en plus de ça, ben, il y a un handicap en jeu, il y a les deux questions que se posent. Donc c'est le fait d'entrer dans le marché, je pense, qui est le plus important. Donc c'est, comme disait Mme Jabba à l'instant, plus il y aura de personnes incluses, plus on va voir des personnes ayant un handicap dans différents postes, dans les entreprises, dans les médias, le sport. Je pense que c'est déjà peut-être l'endroit le plus évolué déjà dans ce domaine-là, parce qu'on voit les Olympiques, etc., à la télévision. Mais plus on va voir les gens dans la politique, peut-être dans les médias, et en handicap, bah, plus ça va devenir normal et pas différent. Madame Gerbert, je me tourne vers vous pour la suite de cette table ronde, vu votre fonction. Comment vivez-vous le fait que malgré tous les efforts qui sont déployés par vous, j'entends vous, les organismes, les résultats de l'inclusion professionnelle des travailleurs handicapés restent quand même décevants? Il ne faut pas voir que la bouteille à moitié vide, hein. Il y a des choses qui se font, il y a des réussites, on en a une à côté de nous, mais il y a aussi quand même beaucoup de déceptions. Comment vivez-vous ça? Alors, je ne parlerai pas de déception, puisque comme je vous le disais précédemment, ça fait 25 ans que j'ai la chance d'évoluer sur ces sujets et je constate une progression notoire. Après, l'analyse chiffrée, elle est toujours tronquée, hein. C'est le verre à moitié vide, à moitié plein. Comment on analyse les stats? Est-ce qu'on prend en considération tous les paramètres qui permettraient d'avoir une réelle vision de ce qu'est l'insertion des personnes handicapées aujourd'hui dans les entreprises? On enregistre aujourd'hui que les placements des personnes dans les entreprises soumises à l'obligation d'emploi, dans les plus de 20. Or, la majorité de nos placements se font aussi dans les TPE, dans les moins de 20. Et ceux-là ne sont pas statistiquement enregistrés. Ils passent en dessous de l'écran radar. Voilà, c'est ça. Ouais. Ceci étant, bien évidemment, on doit faire plus parce qu'on a une obligation, on a une responsabilité, une co-responsabilité sur ces sujets. Ce que je peux dire de mon point de vue, c'est qu'effectivement, si on analyse un peu la façon dont sont orientées nos lois, nos dispositifs, effectivement, nous sommes sur une politique incitative. Maintenant, le pari qui nous est demandé, et c'est en cela où l'inclusion nous y amène à reposer les concepts, c'est d'aller plus loin. Et en quoi l'inclusion ne doit pas que se borner à une politique incitative et effectivement aller plus loin. D'un point de vue très macro, dans nos vécus, dans nos entreprises que nous accompagnons, les personnes handicapées, on constate journalièrement que le simple fait d'évoquer l'intégration d'une personne handicapée en entreprise et la prise en compte de ses particularités, qui des fois nécessitent que pour certaines une adaptation du poste de travail, amène naturellement à se poser les questions qui relèvent du bon sens, à savoir l'organisation du travail, la répartition des tâches, les conditions de travail, qui ressoulèvent d'autres débats sur l'amélioration des conditions de travail, la prévention, et où le handicap, à un moment donné, ne sera que le révélateur d'un certain nombre de questions qui, naturellement, peuvent se poser pour un senior ou pour d'autres catégories de personnes. Et en quoi, effectivement, le concept de compensation, qu'on stigmatise trop fortement à la notion d'handicap, ne pourrait pas être tout simplement banalisé comme étant un concept normal, de normalité, et où nous faisons toutes et tous quotidiennement des efforts de compensation sans le savoir. Monsieur Lerche, j'aimerais qu'on continue de balayer un peu le paysage pour mieux le connaître et le comprendre. On dit que dans cette table ronde, après, c'est pour aller plus loin. Là, je voudrais vous demander de revenir un petit peu sur les fondamentaux. Vous avez cité dans votre présentation le fait que vous vous êtes penché sur les questions de l'évolution
de l'insertion, de l'inclusion des jeunes handicapés, notamment en milieu scolaire. J'aimerais, alors, je sais que vous êtes intarissable, vous pourriez nous faire 3 heures là-dessus, et encore, ce serait que l'intro. Là, je vais vous demander d'en faire 3 minutes, mais quand même, donnez-nous quand même quelques renseignements sur ce point-là, en faisant peut-être quelques parallèles avec des pays européens, comme vous l'aviez évoqué. N'oubliez pas le micro. Alors, il y a d'abord une thèse qui existe au niveau européen, c'est regarder la date de la scolarisation obligatoire, et 50 ans après, le constat est fait par un certain nombre de maîtres, comme quoi il y a des élèves qui ne sont pas tout à fait éducables. Et donc, il y a un premier courant, en particulier les historiens allemands, qui disent « Nous, on a eu la scolarisation obligatoire à la fin du XVIIIe siècle, donc dans les années 1850, on commence à prendre en charge un certain nombre d'élèves handicapés. Et comme à Strasbourg, en 1870, nous sommes dans le Reichsland, nous avons ici à Strasbourg, et dans le Bas-Rhin, à Mulhouse, etc., toute une culture qui s'est déjà approchée de ça. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il ne faut pas oublier 14-18 et 39-45. C'est-à-dire que quand vous avez quelque chose qui s'est lancé, et en particulier la loi de 1909, tout de suite stoppé par l'effort de guerre et tout de suite stoppé par la reconstruction. Enfin, regardez les villages alsaciens détruits, enfin bon. Et donc, du coup, on voit que j'arrive très vite à 1945, c'est-à-dire la sécurité sociale et le prix de journée qui fait que pour des tas de handicaps, on arrive à poser des structures séparées qui peuvent prendre des élèves handicapés et les former. Et en particulier, l'UNAPI, pour ne citer qu'une seule institution. Et puis, deuxième date, 75, une grande loi qui est bousculée par l'Europe, disons-le clairement, et 2005. Et donc, nous sommes bien là, dans un paysage, au fond, et c'est ça, la seule chose que je voudrais transmettre, c'est que c'est très court pour qu'il y ait tout un peuple, voire même un ensemble, qui sache clairement ce qu'on fait, qu'il y ait les moyens qui soient dégagés clairement, et surtout de la formation. Effectivement, le sujet est tout à fait énorme. Je vais vous demander de passer le micro à votre voisine, puisque la question suivante est pour Odile Romer. J'aimerais que vous nous racontiez les travaux que vous menez à propos des réactions que l'on peut obtenir de la part de personnes, de dirigeants d'entreprise. Je suis un petit patron aussi, moi, dans mon genre. C'est moins important que M. Queneau, mais quand même. Donc, je me ferai peut-être piéger par votre expérience. J'aimerais que vous nous la racontiez. Alors oui, je peux expliquer un petit peu ce qu'on fait. Donc, mais ce qu'on mesure, c'est pas les réactions spécifiques des patrons, c'est les réactions de nous tous en tant qu'humains et comment ces difficultés d'inclusion, elles sont liées à des représentations très rigides qu'on a construites au fil des ans, au fil de notre acculturation dans cette société, et qui font qu'effectivement, 10 ans après une loi qui est très en faveur de l'inclusion sociale, on peut être un petit peu déçu. Alors, comment on procède ? On procède justement donc, à un niveau un petit peu plus macro, où on va, par exemple, dans certaines de nos recherches, montrer à des participants, ça peut être des chefs d'entreprise, ça peut être vous, ça peut être des étudiants, ça peut même être moi, des photos. Sur ces photos, on va voir des gens qui travaillent, différents postes, des postes de cadre, des postes d'ouvriers, et puis on montrera ces photos à un groupe de personnes, et puis à un autre groupe de personnes, on montrera la même photo, mais un tout petit peu différente. En fait, on élargira le cadre de la photo, et on verra que cette personne, dans de la recherche que cite, elle était en fauteuil roulant. Donc on voit les mêmes personnes, mais sur des photos qui sont cadrées différents, et on demande en fait aux participants simplement d'évaluer le niveau de compétence des personnes et le statut que ces personnes peuvent occuper au sein de leur entreprise. Eh bien, les résultats sont très parlants par eux-mêmes. C'est quand on voit le fauteuil roulant sur la photo, on attribue systématiquement, significativement moins de compétences à la personne qui est représentée sur la photo, et elle occupe un poste, même si c'est la même fonction qui est représentée sur la photo, un poste très inférieur par rapport à la photo où on ne voit pas le fauteuil roulant.
Une autre idée de protocole, un petit peu différent, si je peux rapidement. Dans une recherche récente, en fait, on a pris des étudiants sur le campus, on leur a proposé de venir participer à une recherche. Et puis, pour la moitié de ces étudiants, à l'arrivée de la plateforme de recherche, on les a placés sur un fauteuil roulant. L'autre moitié allait s'installer sur une chaise et on demandait à tous ces étudiants de réaliser une tâche extrêmement simple de logique. Une petite tâche de logique. Et en fait, ce qu'on a remarqué, les résultats montrent aussi que le simple fait d'être installé sur un fauteuil roulant a fait que les étudiants se sont sentis moins compétents, ont trouvé la tâche plus difficile et ont été beaucoup plus lents à la réaliser. Même si, au final, dans ce protocole-là, et heureusement, le niveau de performance, au final, était équivalent. Voilà le genre de recherche qu'on monte pour montrer comment, finalement, au cours de notre éducation, on a associé mentalement en mémoire le handicap à un moindre niveau de performance. Madame Gerbert, je voulais vous demander tout à l'heure, à la fin de votre propos, vous aviez souligné le fait qu'il fallait peut-être viser une situation où, avec les mesures de compensation installées partout, on arrivait à une espèce de normalité. Mais en même temps, est-ce que l'écueil ne serait pas, à un moment donné, d'oublier le handicap? Et le handicap est réel. Enfin, on semble le considérer comme étant une perte de compétences, mais néanmoins, il y a tout de même une réalité là-dedans. Est-ce que ce n'est pas un écueil ? Je dirais plus, on est confronté à un paradoxe. Les dispositifs d'incitation, le bon sens qui nous amène à poser les bonnes questions pour favoriser l'intégration d'une personne handicapée, les recherches technologiques aujourd'hui qui font que, et la diversité des réponses technologiques qui font qu'à aujourd'hui, on peut quasiment adapter tout type de situation. Ça, on ne le dit pas suffisamment, mais aujourd'hui, ce n'est quasiment plus un frein. Font qu'effectivement, que quand on veut vraiment aboutir à une intégration avec adaptation et compensation, c'est tout à fait possible. Et on a des expériences très réussies et on a tendance à dire, génial, on a gagné notre pari. Et effectivement, le paradoxe auquel nous sommes confrontés, c'est quand on arrive du coup à une banalisation du handicap, parce qu'il est tellement adapté et intégré qu'à la rigueur, on ne s'en rend même plus compte, ben forcément, comme il est toujours présent, on va à nouveau vivre des difficultés. Et à nouveau, on se refait le film de la nécessaire adaptation. Et je prends un exemple que je côtoie, qui est une personne aveugle, pour qui tous les efforts ont été faits, mais il vit tellement bien son handicap que on s'en rend plus compte en fait en le côtoyant qu'il l'est. Et un exemple tout bête, ça s'est tellement banalisé que du coup, voilà, les habitudes ont repris le quotidien, on modifie l'emplacement des objets, la hiérarchisation des objets, un certain nombre d'éléments qui font que du coup, hop, ben forcément, il rencontre à nouveau une somme de difficultés. Et c'est là où on a à transcender l'exercice, et c'est là où l'inclusion théoriquement est la réponse, c'est-à-dire que dans quelle mesure ces efforts-là ne doivent pas tout simplement perdurer et devenir, enfin être la normalité, c'est-à-dire qu'on raisonne toujours de notre point de vue en tant que valide. Alors, Monsieur Queneau, justement, je voulais vous faire rebondir là-dessus. Un petit commentaire sur ce que Mme Gerbert vient de dire par rapport à votre expérience personnelle, encore une fois. Est-ce que vous avez eu à connaître des situations telles que Mme Gerbert les a exposées, où finalement on a complètement oublié que vous aviez un handicap et donc à un moment donné, cet oubli peut conduire à des mises en difficulté? Oui, très souvent même. Voilà, à partir du moment, et effectivement, comme elle disait, les nouvelles technologies ont beaucoup aidé, dans le sens où maintenant, le numérique, l'informatique, etc., a fait que le progrès en termes même je parle pour ma partie, la basse vision, a fait qu'on peut faire tellement de choses tellement facilement, même depuis 5-10 ans, une évolution énorme, que les collègues autour peuvent très vite oublier qu'on a une différence. Ils sont tellement habitués, David il se débrouille bien, il n'a pas besoin. Voilà. Et effectivement, il y a des moments du coup où cet oubli, comme elle disait, fait que alors moi de mon côté, c'est mon avis personnel, je préfère ça qu'on oublie des fois. Et que voilà, il y a des sujets du coup qui peuvent peut-être revenir, qui étaient partis, et du coup il y a une organisation qui fait qu'on a peut-être un peu plus de mal à s'en sortir, mais après il faut juste en reparler pour remettre les choses un peu plus facilement.
que le contraire, où on en parle tout le temps. Mais clairement, c'est un vrai sujet. Et, mais heureusement que cette technologie maintenant existe, ce qui fait que je pense que les handicapés, c'est hyper important. C'est un sujet qui me tient à cœur, que peuvent faire beaucoup plus de métiers différents qu'avant. Où avant, on avait une petite tendance à stéréotyper un petit peu en disant celui-là, tel handicap, il fait ça ou ça, standardiste, kiné pour les malvoyants, ou X ou Y pour les malentendants. Et je pense que cette différence, maintenant, peut être en partie supprimée. Alors, vous avez dit rapidement tout à l'heure, vous avez procédé à des recrutements, puisque vous avez été cadre sup dans 3 entreprises régionales. Vous êtes de nouveau maintenant petit patron, comme on dit. Est-ce que vous recrutez des handicapés ? Alors, c'est pas une question piège pour vous mettre mal à l'aise. Hein. Pas du tout. Je confirme, nous travaillons ensemble. Merci Madame Gerbert de m'avoir sauvé. Merci de lui venir en aide. Donc, dans l'entreprise que j'ai actuellement, donc ménage, repassage à domicile, il y a certaines formes peut-être d'handicap physique qui pourraient travailler dans ce domaine, mais beaucoup non, malheureusement, parce que c'est un travail où il faut bien voir, déjà, ça c'est sûr. Et puis en fauteuil roulant, pour faire le ménage, c'est compliqué un peu aussi, mais un malentendant pourrait par exemple le faire, je pense, sans problème. Par contre, dans le passé, dans d'autres entreprises, oui. Et vu que j'avais eu effectivement les habitudes moi-même, je pouvais l'orienter vers les démarches un peu à suivre, et notamment la JFIP qui, moi, personnellement, m'a déjà aidé en finançant des matériels basse vision dans le passé, et ça facilite énormément l'intégration, l'inclusion dans le monde professionnel. Hein. Alors, pour revenir au thème de l'inclusion, Monsieur Lerche, quel regard portez-vous sur la manière dont des jeunes gens s'intègrent sortant du système scolaire? On a entendu tout à l'heure que pour un handicapé, c'était un peu à double peine. Déjà, pour un jeune diplômé, trouver du boulot, c'est pas facile. Mais un jeune diplômé handicapé, ça fait encore une autre préoccupation. Comment appréciez-vous ça? Est-ce que le thème à dire à tout le monde, c'est passe ton bac d'abord, ou comment vous voyez ça? D'abord, passe ton bac ou un bac pro ou un bac techno. Je crois que ce soit handicapé ou non, la place des bacs techno et des bacs pro n'est pas à sa juste mesure dans mon pays. Ça, c'est une première chose. C'est un point de vue que je partage tout à fait. Mais pas que pour les personnes handicapées, en général. Oui, mais ça montre bien que parfois, c'est le droit commun et la revisitation du droit commun qui est quelque chose de fondamental. Bon, ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, c'est la maturation des choses. C'est-à-dire que si c'est à l'avant-dernière minute que se pose cette question pour une personne, quelle qu'elle soit, c'est un peu la cata. Par contre, si les choses ont été vues depuis un certain temps, ou depuis un temps certain, il y a quelque chose d'autre qui est en train de se passer. Et j'observe en particulier le nombre de mini-stages qui sont faits dès le collège et qui font que la personne qui se disait moi je vais être pharmacienne et puis je rendrai la monnaie, elle passera son mois entier sans rendre une seule fois la monnaie parce que ça ne se confie pas comme ça la caisse. Donc je veux dire, il y a une façon de revenir, excusez-moi, à ce que disait Charles Péguy, mort en 14, il y a un siècle. Une société s'enseigne. Si nous perdons de vue que c'est une société qui doit s'enseigner et faire en sorte que les fils et les filles, ou les filles et les fils, doivent avoir une idée des métiers, des familles de métiers, et puis de ce qui les intéresse,
Et ça, je trouve que le message n'est pas très fort dans mon pays aussi, de dire aux gens, mais d'accord, mais qu'est-ce qui t'intéresse ? Et donc, du coup, on voit que dans ce cas-là, les gens se bougent. Je m'arrête là parce que c'est du droit commun. Handicapé ou pas, ce sont les mêmes questions qui se posent. Y a-t-il une noblesse d'État qui fait que c'est le bac général ? Vous m'avez entendu répondre clairement, c'est non. Deuxièmement, est-ce que les choses se préparent, allez, disons en première ou en terminale ? Ma réponse, c'est non. Et troisièmement, sait-on s'appuyer sur le désir ? Ça tombe bien, je pensais passer le micro à la psychologue, mais je ne vais pas vous demander de rebondir là-dessus, vous inquiétez pas. Je dis, c'est un beau thème. On pourra faire un colloque là-dessus, je pense, à l'occasion. Je voudrais que vous nous racontiez une expérience qui va être menée, ou qui a été menée, je ne sais pas exactement, au niveau de l'université de Strasbourg, où on va favoriser la rencontre entre des salariés. J'en dis pas plus. Oui, en fait, l'Université de Strasbourg, comme toutes les grandes entreprises, a aussi une obligation de mise en conformité avec la loi. Et si c'est effectivement pas la GFIP, elle travaille avec l'organisme qui a un nom encore plus barbare que la GFIP, dont j'ai toujours du mal à retenir. Mais en tout cas, effectivement, il y a une convention qui vient d'être signée et l'université prend, je dirais, presque enfin à bras-le-corps cette problématique du travailleur en situation de handicap à l'Université de Strasbourg. Et ça de deux façons différentes. Déjà parce que grâce à la loi de 2005, effectivement, on a plus d'étudiants en situation de handicap, plus d'étudiants qui sont diplômés, mais aussi des étudiants qui, à la fin de leur cursus, vont rencontrer des difficultés. Et qu'est-ce que l'université est actuellement capable de faire pour favoriser le passage entre l'université et la vie professionnelle ? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, c'est que l'université a aussi du personnel en situation de handicap qui a été reconnu comme tel ou pas. Et qu'est-ce que ça veut dire pour un personnel de tout un coup se dire, eh ben oui, moi je peux avoir la reconnaissance de situation de travailleur handicapé. Tout le monde m'a côtoyé comme ça, et puis tout d'un coup je déclare que je suis travailleur handicapé. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi ? Qu'est-ce que ça veut dire pour mes collègues ? Et puis, qu'est-ce que ça veut dire aussi d'inclure dans des services des personnes qui seront en situation de handicap ? Donc tout ce questionnement-là, il est actuellement sur le devant de la scène et il va passer par différentes phases, en particulier un accompagnement, mais tel que la ministre le recommande aussi, c'est-à-dire passer une journée avec un travailleur handicapé. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça, c'est une initiative qui est promue par notre ministère, mais aussi prendre des stagiaires en situation de handicap, prendre des apprentis en situation de handicap pour se familiariser et peut-être se rendre compte au bout du compte que c'est pas tout à fait différent que d'accueillir, effectivement c'est un problème de droit commun, je le pense vraiment, d'accueillir un nouveau collègue en son sein. Voilà. Gardez le micro parce que je voulais vous demander encore, avec l'expérience que vous avez eue, je parle de vos expériences, donc bien sûr au pluriel, avez-vous l'impression que le regard qui est porté sur les handicapés est en train d'évoluer ? Oui, forcément. C'est en train d'évoluer, c'est peut-être lent, ça va peut-être pas aussi vite qu'on le voudrait, mais je pense que cette association qu'on fait sans qu'on le veuille vraiment entre handicap et manque de performance, c'est en train de changer. C'est en train de changer déjà parce qu'il y a des journées comme ça qui s'organisent. Je pense qu'on est sensibilisé parce qu'on rencontre des chefs d'entreprise qui sont en situation de handicap, mais aussi parce que les médias sont en train beaucoup plus, à mon sens, de banaliser la question du handicap. Je le dis souvent aux étudiants en riant, mais maintenant on voit des flics en fauteuil roulant et ça peut être des héros. Les Jeux paralympiques sont très très médiatisés actuellement et on se rend compte qu'on a des vrais champions et peut-être la France a avantage à avoir des champions handicapés parce que c'est ceux qui ramènent le plus de médailles, etc. etc. Ah bah c'est un fait. C'est un fait. Je crois que la France a terminé quatrième, je crois, si je ne me trompe pas, du classement international, alors que pour les valides, c'était 7e ou 8e. Voilà, je pense que c'est tout ça qui fait que, 10e, oui. Que nos représentations, elles peuvent progressivement bouger. D'accord. Alors, je vais quand même poser à peu près la même question à vous, Madame Gerbert aussi. Vous aviez quand même souligné le fait, quand je vous avais interrogé sur la déception, vous aviez dit qu'effectivement, il ne fallait pas nier et ignorer tout ce qui se passe par ailleurs. Mais là, c'est vraiment la question du regard qui est porté sur des handicapés en tant, évidemment, que salariés potentiels, puisque c'est tout de même le thème de notre handicap. Est-ce que ce regard change vraiment, selon vous ?
Oui, il change bien évidemment, puisque ça fait des années que des actions de communication et de sensibilisation sont menées, notamment la GFIP est très très active sur le sujet. Elle ne finance pas un opérateur qui n'a pas pour objectif de mener des actions de sensibilisation et de lutter contre les préjugés. Et l'exemple que citait Madame, la GFIP le déploie depuis plusieurs années au travers de l'action Un jour un métier en action, où l'objectif est effectivement de réunir au travers d'une journée une personne valide et une personne handicapée dans l'entreprise. Et l'exercice est assez amusant, excusez-moi le terme, parce qu'en fait, les conclusions sont très très positives et on se rend juste compte, c'est pour ça que j'utilise le terme d'amusant, qu'il a simplement fallu réunir deux individus sur un même objet pour en fait se rendre compte que le handicap est très banal, voire quasi inexistant dans certaines situations parce qu'il n'est pas visible. Et le retour des personnes à l'issue est de se dire, mais au final, dans mon entourage, je connais un tas de gens qui sont reconnus handicapés ou dans ma famille, et pour autant, je n'ai pas le même stigmate sur le sujet. Donc on est bien sur la vertu de la pédagogie et je crois que si on veut faire avancer notre représentation et notamment être une société plus inclusive, on ne peut pas faire l'économie de développer davantage cet exercice-là parce que comme le disait Monsieur Lerche, on est aussi un peu le reflet de notre histoire. Chaque pays a son histoire. Chaque pays a une culture qui s'est construite de par son histoire et nous nous sommes aussi construits par rapport à notre histoire. Pour avoir travaillé sur ces sujets avec d'autres pays d'Europe qui ont développé d'autres politiques sur le sujet, on se rend compte effectivement que le résultat aujourd'hui sur ces notions est totalement variable parce que l'histoire du pays est-elle différente et parce que les concepts ont évolué différemment. Donc voilà un peu ma synthèse si vous voulez. Alors justement, Monsieur Lerche, je voulais vous poser la question. Vous avez participé au petit bouquin là qu'on vous a remis tout à l'heure. C'est votre première contribution la première contribution est la vôtre. C'est comme ça. Mais en tout cas, merci de l'avoir communiqué. À la fin de votre contribution, vous évoquez justement ce qui se passe dans d'autres pays, l'Espagne, l'Italie, etc. Est-ce que vous pourriez nous citer quelques exemples de bonnes pratiques, de belles choses qui se passent justement dans l'un ou l'autre de ces pays, pour en tirer expérience pour aller plus loin? Bien volontiers, mais en même temps de façon un peu critique, dans la mesure où ce n'est pas de ma part, d'après ce que j'ai vu, une façon de participer à un concours de médailles. Le Portugal a une politique d'inclusion extrêmement forte. Et, excusez-moi, il y met les moyens. Alors, du coup, quand vous allez dans ce pays, en tant que Français, vous vous dites, il y en a beaucoup qui sont inclus alors que nous, on commence. Et puis deux, le AVS, là, on se dispute des demi-postes, on en met une pour deux, etc. Je ne veux pas rentrer dans une quelconque polémique. Là-bas, c'est clair, il y en a un, puis s'il en faut un deuxième, il en faut un deuxième. Bon, alors, vous vous dites, ça y est, la médaille, on peut la donner. Bon, attendez. Premièrement, il n'y a pas de maternelle au Portugal. Donc, pour la France, ça représente 300 000 postes. Et donc, quel est le choix qui a été fait historiquement dans ce pays, par rapport à la France, de mettre une maternelle en place, et une maternelle, que je sache à certains moments, où en zone d'éducation prioritaire, on va à 2 ans, 2 ans et demi. Première chose. Puis deuxième chose, encore une fois, je dis Amnesty, à cette époque-là, je représentais mon ministère au niveau européen, on m'amène à l'Institut Gulbenkian. Et l'Institut Gulbenkian, c'est au centre de Lisbonne pour, excusez-moi là aussi, les cas désespérés. En particulier, une chose qui m'a énormément frappé, ces gosses qui n'ont pas de colonne vertébrale. Ils sont nés comme ça, il faut les mettre dans une espèce de potence pour qu'ils puissent, pendant 1 heure, 2 ou 3, c'est tout ce qu'ils peuvent faire physiquement,
Et ils sont autorisés à venir en taxi au centre de Lisbonne et ils sont autorisés à être accompagnés par un ou deux de leurs parents qui peuvent déjeuner sur place. Donc, si vous voulez, l'image qu'on peut avoir de voilà un pays qui est vraiment, il faut le copier. Quand ensuite vous démontez un certain nombre de choses, vous êtes un peu en retrait en disant écoutez, regardons naturellement les choses, discutons-en, mais méfions-nous des simplifications et des choses trop faciles à aborder. Un autre exemple, un autre pays peut-être où Alors là, c'est encore plus noir. Excusez-moi, c'est la Russie, où il y a vraiment une habitude centenaire de se dire on va les réadapter. Ils ont quelque chose à la naissance qui est coincé, on va le décoincer. Et donc, du coup, la formation et l'enseignement passent strictement derrière, et ça a été l'enjeu d'un gros travail entre le centre et puis l'université Herzen à Saint-Pétersbourg, de dire attention, vous allez un peu dans l'erreur, il faut mettre de l'éducation, il faut mettre de l'enseignement. Monsieur Queneau, vous l'avez dit tout à l'heure, il faut un peu plus d'énergie pour avancer quand on a un handicap. Alors déjà, jeune chef d'entreprise, c'est pas un cadeau. J'en sais un peu quelque chose. Moi, je suis plus jeune, mais bon, je l'ai été. Alors, comment faites-vous justement? Est-ce que c'est véritablement compatible ou est-ce que ça devient par moments un peu trop compliqué? Je ne dirais pas que ça devient trop compliqué, mais je pense qu'il faut effectivement plus d'énergie pour faire la même chose. Parce que, par exemple, pour lire un document, ça prend un peu plus longtemps. Il faut prendre ses dispositions, il faut s'adapter. Mais je pense que ça vient avec l'expérience du monde du travail. Et je voudrais rebondir juste sur un truc que Mme Romer disait tout à l'heure, c'est que elle a parlé une minute de performance. Et je pense que pour aujourd'hui, maintenant, quand les gens ils rentrent dans le monde professionnel, c'est le monde dans lequel on peut s'épanouir énormément, mais également c'est un monde de dur, où on attend de vous que vous soyez performant, efficace dès le premier jour, que vous êtes valide ou que vous ayez un handicap quelconque. Et pour ça, je pense que l'endroit où on apprend à travailler, parce que quand on est handicapé, on travaille forcément un petit peu différemment, parce qu'on a des petites aides, des astuces, des outils, c'est dans l'éducation. Moi, en tout cas, c'est là où moi j'ai appris à fonctionner un petit peu différemment, avec un logiciel d'agrandissement sur mon PC pour agrandir la taille des caractères, un téléagrandisseur pour lire des documents, etc. Donc, le rôle de l'éducation est hyper important pour que les gens, quand ils arrivent dans le monde professionnel, qu'ils soient déjà, on va dire, efficaces et opérationnels tout de suite. Parce que pour réussir dans ces études, forcément, il faut aussi être organisé. Et donc ça, c'est finalement ce que j'utilise maintenant pour réussir, pour travailler en tant que chef d'entreprise, finalement. La plupart des choses, bien sûr, la technologie a avancé, mais c'est des choses que j'ai appris en tant qu'élève, étudiant, avant même de rentrer dans le monde professionnel. Et après, il faut trouver avec le temps de l'efficacité et peut-être des choses qu'il faut faire et pas faire pour aller plus vite. Merci pour ce témoignage. Eh bien, à ce stade, mesdames, messieurs, je me tourne vers vous pour vous demander si vous souhaitez vous exprimer, poser une question, faire un commentaire ou apporter un élément d'expérience complémentaire sur cette notion d'inclusion qui nous a motivés pendant ces quelques minutes ensemble. Et il y aura, je pense, un micro à votre disposition. Enfin, je crois que c'est le cas, en tout cas. Oui, voilà, il arrive. Donc, monsieur, je vous ai vu. Voilà, le micro. Ah ben, désolé, il est... Ah d'accord, ok. Merci. Le micro arrive, ne vous inquiétez pas. Et puis voilà, je donne l'invitation. Merci de nous dire qui vous êtes et puis d'où vous nous parlez. Je vais me présenter.
Je suis Philippe Samso, j'ai été membre des associations pour handicapés APF paralysés de France pendant des années. Comme on dit, je suis né dans la potion, d'où la taille d'Obélix. Donc, je suis chercheur à l'Université de Strasbourg et je suis chercheur au Canada. Et de ce fait, j'ai été au Canada, étant donné que quand je suis parti de France, je n'avais qu'un niveau BEP. Aujourd'hui, j'ai un niveau Master 2. Ce qui se passe, c'est que je vais vous faire un petit peu déchanter, mesdames et messieurs, parce que ça fait presque 60 ans que je suis assis sur mon derrière. Et quand on est assis sur son derrière, on voit les choses de moins haut et on étudie la question. Et le problème de notre pays, c'est qu'il est tellement saucissonné dans tous les domaines, que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau des études. C'est parce qu'on doit avoir comment dire, l'image du béret, du pain et du saucisson. Parce que rien n'est globalisé. Rien n'est globalisé. Le travail pour handicapés, c'est saucissonné. Les études, c'est saucissonné. Les centres pour handicapés, c'est saucissonné. À tel point que moi qui étais dans un centre d'handicapés à mon âge aujourd'hui, ancien élève, je ne peux même plus y rentrer. Alors que j'étais un ancien élève. Donc, je vais parler un peu de mon expérience. Je sors d'un centre d'handicapés à 22 ans. On me fait faire un BEP, agent administratif comptable, dactylo, alors que je ne peux pas me servir de mes doigts. Je rentre à l'armée, fonctionnaire, catégorie C. Au bout de 5 ans, on me dit « Monsieur, il vaut mieux partir à la retraite, on n'adaptera pas votre caserne. » Je fais partie de la loi 2005. Et je rappelle à madame que la loi sur le travail ne date pas de 2005, mais de 1975. J'étais dans la rue pour me battre pour cela. Donc ça fait pas 10 ans, madame. Ça fait 40 ans. Ça fait 40 ans qu'on se pose toujours les mêmes questions, les mêmes problèmes, qu'on parle d'intégration. Et alors, parlons pas de la GFIP. Quand vous demandez un dossier à la GFIP à mon époque, ma femme demande un dossier pour une formation webmaster, elle est embauchée en septembre, elle touche sa paye au mois de mai, quand la formation est finie, elle a touché que 2 mois. Et pour finir, je suis chercheur à l'Université de Strasbourg, parlons-en de la visibilité de l'handicap. En tant que chercheur de l'Université de Strasbourg, si je n'ai pas ma femme, je ne peux pas étudier. Et je vous en donne la preuve, j'ai demandé un vidéoprojecteur au mois de septembre, nous sommes presque à la fin de l'année. Si je n'avais pas acheté mon vidéoprojecteur pour faire mes études moi-même, je n'aurais pas pu travailler. Alors on va redescendre un peu du piédestal, et la question que je voudrais poser, c'est quand enfin, en France, on va parler de l'inclusion et qu'on va mettre tout, c'est-à-dire le travail, le transport, le logement, en adéquation. Parce que si vous voulez aller au travail, il faut que le transport soit adapté. Si vous voulez travailler, il vous faut un logement. Et si vous voulez étudier, il vous faut quelqu'un. Or, j'ai noté, et j'étais horrifié, qu'un étudiant qui est étudiant à la fac de Strasbourg, l'aide qui va l'aider, va être payé 1 heure sur 4. 1 heure sur 4 heures de travail. 7 €. Et on va lui demander de faire le même cursus que l'étudiant qui étudie. Je parle ici, puisque je l'ai à côté de moi, et heureusement que je l'ai marié, sinon je ne ferais rien. Si je n'avais pas marié ma femme, je ne ferais rien. Qu'avez-vous à répondre ? Alors, merci pour ce témoignage, monsieur, qui remet effectivement un petit peu les choses en place. Et il est évident que les réponses peuvent venir de la tribune et également de la salle, puisque le micro est à votre disposition. Monsieur Lerche. Bien évidemment, je ne peux pas répondre à la totalité, mais je peux dire que là aussi, c'est le droit commun qui est fondamental, c'est-à-dire, qu'en est-il dans mon pays, dans le nôtre, de l'interministérialité ? En tant qu'historien, je peux vous dire qu'il y a eu un moment fantastique
C'est en 1936, quand le ministre de la Santé était en même temps le ministre de l'Urbanisme et qu'il travaillait avec Jean Zay, qui était le ministre de l'Instruction publique. On a eu là un moment où on a trouvé quelques solutions, et depuis, en tant qu'historien, je guette les moments où, sous la pression des associations, sous la pression des citoyens, nous aurons enfin de nouveau un moment d'interministérialité. Alors, c'est un bout de rebond. Est-ce que quelqu'un souhaite compléter ou reporter quelque chose? Je pensais que oui, vous vouliez également répondre. Attendez, je passe mon... Oui. Enfin, je crois que c'est la remarque et les commentaires que vous venez de faire avec beaucoup d'énergie, et on vous en remercie, sont extrêmement intéressants parce qu'ils sont précisément aujourd'hui à l'origine de la mobilisation collective des associations. Vous avez cité l'APF, il y en a évidemment bien d'autres, qui concourent et qui appuient cette logique de simplification. Et ce que l'on peut dire, puisque, comme le disait M. Lerch, les évolutions sociétales, elles se font dans le temps long. Et le temps long, c'est pas celui, malheureusement, qui répond à votre exigence du quotidien et que je comprends et que nous comprenons tous parfaitement. Pour autant, aujourd'hui, il y a une convergence. Il y a une convergence entre le secteur associatif, entre un certain nombre d'acteurs politiques, pour faire de la simplification des dispositifs d'accompagnement tout au long de la vie, d'inclusion, une véritable réponse simplificatrice. C'est l'esprit même des travaux qui sont en ce moment même engagés. Sur le champ de l'emploi, c'est le cas. La réforme et les réflexions autour de l'obligation d'emploi participent de cette simplification. Elle ne répondra pas, je le crains, à l'ensemble de vos volontés de mise en cohérence et du système, mais pour autant, et ça je pense qu'il faut que nous l'entendions ensemble, ce n'est que dans l'interaction et que dans la mise en synergie des acteurs que cette logique de simplification pourra se traduire. Et ça, c'est observé aujourd'hui progressivement sur le terrain. Donc, n'hésitez pas à venir nous bouger. Vous évoquiez l'AGFIP qui ne répondait pas à vos sollicitations. Il faut nous bouger. Ou qui n'a pas répondu, et peut-être à l'époque. Mais je pense que c'est bien. Très bien. J'ai participé à la loi de 2005 avec des sénateurs. Il y a un sénateur qui m'a dit « Monsieur, partez au Canada ». Je suis parti au Canada. J'y étais déjà. Je suis à l'AGFIP depuis 25 ans, donc, et directeur financier depuis 15 ans, donc je plaide coupable. Donc, mais ça veut dire au demeurant que ces structures que nous représentons, ces réseaux que nous fédérons, il faut que nous allions ensemble dans le sens de la simplification et de l'interaction. Il y a des tas de politiques qui sont mises en place et qui participent de cette logique, qui participent de cette mise en synergie des acteurs. Voilà. Ça avance. Pas assez vite, mais ça avance. Vous savez ce que m'a dit mon fils? Papa, tu as 50, t'as 60 ans. On va repartir au Canada parce que tu auras 100 ans, ça ne sera pas encore fait. Le Canada est leader sur un certain nombre de sujets. Là, on est en train de mettre en place l'emploi accompagné. Au Canada, ils ont de l'avance sur ce sujet. Ça a été tout à fait intéressant. Je termine. J'ai vécu 6 ans et demi au Canada. Si j'ai pu être en master en arrivant d'un BEP au Canada, et si je peux faire mon master aujourd'hui, c'est parce que j'ai réussi à faire mon master au Canada, alors qu'on me disait « tu n'arriveras à rien ». C'est intéressant, mais c'est tout à fait intéressant, et on a beaucoup à apprendre d'eux, incontestablement. Merci en tout cas, ce témoignage très fort. Merci beaucoup. Bonjour, oui, madame. Evelyne Younes, je suis responsable d'un CESAD, donc d'un service qui accompagne dans la scolarité des jeunes 0-20 ans en situation qui présentent un handicap visuel. Donc j'avais simplement là envie de finalement médiatiser une petite expérience ou une petite aventure de terrain tout à fait locale et pour peut-être
montrer que le saucissonnage dont on fait état entre les différents secteurs a vocation ou volonté de s'estomper. Donc finalement, notre 0-20 ans, notre établissement, on est à propos de l'autonomie, de la recherche de l'autonomie dans la scolarité, de l'accompagnement de la scolarité ordinaire, bien entendu, et de la recherche de l'autonomie à visée a priori scolaire, de formation, de diplôme, mais nos services ne restent pas cantonnés dans le 0-20 ans. La question de l'emploi, d'où ma présence aujourd'hui d'ailleurs, la question de l'emploi et de l'après-diplôme, de la loi 2005, après le diplôme, et puis on se gausse de se dire, ben voilà, on a de plus en plus de bacheliers, d'élèves diplômés, mais quid de l'entrée dans la vie professionnelle? C'est un questionnement de nos équipes aussi, puisque finalement demain à Strasbourg, au Centre Braille, on va accueillir un forum des métiers où nous aurons 12 personnes, 12 professionnels en situation de handicap visuel qui vont venir témoigner de leur parcours, de leur métier, vont venir présenter leur métier, pourquoi ils l'ont choisi, la formation, les diplômes pour y accéder, les compétences nécessaires dans ce métier, les adaptations, les compensations qu'ils ont mis en place eux-mêmes ou l'entreprise. Expliquer aussi un petit peu comment ça se passe avec les collègues, avec une équipe, quand on est auto-entrepreneur peut-être, la plus-value que ça peut apporter, le vivre ensemble que ça génère. Et puis surtout, notre idée de départ, c'est ce que disait un peu monsieur aussi, entre les métiers choisis, le métier rêvé, ou en tous les cas le domaine de compétences rêvées, et pourquoi pas vraiment ouvrir l'espace, le champ de tous les possibles, et non pas être standardiste, kiné, ou faire du canage pour les personnes en situation de handicap visuel. Donc voilà, c'était simplement une expérience que j'avais envie de médiatiser, mais de dire que finalement, on est à propos des 0-20 ans, des tout petits, mais on a aussi une vision sur l'après. Et je pense que notre service n'est pas le seul dans ce cas de figure et qu'il y a certainement de belles expériences, mais qu'effectivement le facteur temps est à prendre en compte et quelque part, voilà, on ne va pas pouvoir bouger, mais que ce sont de telles expériences, et si elles sont médiatisées, relayées aussi, qui vont pouvoir changer le regard de la société civile et de la société et de l'entreprise. Et puis je me dis, un petit espoir, la loi de 2005, l'inclusion de nos premiers élèves, depuis 2005, chacun d'entre nous qui a été sur les bancs de l'école, de la fac après, a eu dans sa classe, dans sa cour de récré, dans son collège, dans son lycée, des camarades en situation de handicap, des RVS. Et finalement, quand ces jeunes de 2005 seront, eux, décideurs ou à des postes clés en termes de recrutement, je pense qu'à ce moment-là, il y aura un virage qui sera pris aussi. Voilà. Espérons en tout cas. Alors, est-ce que quelqu'un souhaite rebondir là-dessus? Monsieur Lerche, quelques mots, puis on retournera vers la salle après. Juste une remarque. Vous avez tous vu que l'échange qui a lieu ce matin, il est signé. Il y a une personne qui signe. Ça fait combien de temps? Ça fait combien de temps que la langue des signes a été reconnue comme langue européenne? C'est Fabius. 91. Depuis combien de temps est-ce que on a maintenant, alors je sais que je vais parler boutique, mais un CAPES de langue des signes? C'est 2010. Je veux dire que ça ne m'intéresse ou que ça ne m'intéresse pas, que ça me poigne ou que ça ne me poigne pas, puisque vous avez été au Québec, ou ça me pogne, il est clair que si nous ne mesurons pas le facteur temps et les conjonctures, et en particulier, permettez-moi de le dire, la conjoncture langue, qui a été extrêmement importante pour débloquer la langue des signes, alors je ne parle que de ça, hein, on ne mesure pas. Bon. Et dernière chose, parce qu'on est en Alsace, quelques-uns parmi vous ont entendu parler d'un grand recteur qui était le recteur de Godemar. De Godemar, il est à Toulouse, recteur. Et au plus grand lycée de Toulouse, il y a 2 parents qui sont déchaînés. Ce sont des parents d'enfants sourds
qui ont réussi miraculeusement à faire en sorte que leur enfant aille en seconde, en première, ça coince au niveau des TP, etc. Eh ben, le recteur, il se paye les parents tous les jours. Résultat, il arrive au poste de directeur au niveau du ministère. Hein. Pas ministre, mais directeur, ce qu'on appelait le DESCO. Eh ben, chers amis, en 2010, c'est lui et personne d'autre qui décide que enseigner, mettre l'accent sur le primaire pour les enfants handicapés, c'est terminé. On met l'accent sur le collège, le lycée et l'université. Et regardez, depuis quand est-ce qu'il y a en France un accueil sérieux sur les enfants qui étaient handicapés ou qui le sont devenus, ou les jeunes. Regardez, on est là dans une période entre 90 et 2010 où ça a bougé d'une façon que nous ne mesurons pas tous et qu'il faudra l'aide des historiens pour le comprendre. Encore une fois, le facteur temps. Est-ce que quelqu'un... Oui, madame, oui. On vous passe le micro. Oui, alors, donc moi je m'appelle Nathalie Samso, je suis l'épouse du monsieur à côté de moi, qui a parlé avec force. Il vous a très aimablement présenté tout à l'heure. Alors moi j'arrive avec ma douceur, donc ça va aller. Écoutez, j'aimerais vous poser une question très simple, mais avant j'aimerais parler juste 2 minutes, je pense que ça sera utile. Donc nous sommes mariés depuis 26 ans, je suis en très très bonne santé, je n'ai pas grandi dans une famille où il y avait une sensibilité particulière à l'handicap. Mais j'ai rencontré mon mari, je suis tombée amoureuse, donc c'est vraiment un mariage d'amour. Mais en même temps, parallèlement à cela, il y a comme un parcours de vie qui rejoint tout à fait ma propre identité. Et même si je suis mariée à lui, dans ma réflexion, dans notre parcours, il y a énormément de professionnalisme là-dedans. Et du coup, pendant... on va dire, les 15 premières années de notre vie commune, on a 2 enfants, on a vraiment baigné dans tout ce qui concerne l'handicap, le monde de l'handicap, la GFIP, les associations, etc. On a vécu donc 6 ans et demi au Québec, et là-bas, il y a eu comme une cassure, très bonne cassure, une bonne rupture de cette mentalité, de cette culture franco-française liée à l'handicap et aux besoins d'intégration, etc. Je peux vous dire ça ici puisque nous sommes tous sensibilisés à ce dont je parle, donc je pense que je suis comprise. Aujourd'hui, donc nous sommes revenus en France en 2015 et le court témoignage que j'aimerais vous dire, c'est que mon regard de cette situation problématique, on peut dire quand même, il s'agit de personnes, mon regard c'est celui d'une accompagnante. En étant accompagnante, j'ai besoin pour moi de vivre normalement et d'être regardée comme quelqu'un, une vraie personne. Et je me suis rendu compte en fait que plus je comprenais, plus j'étais non pas fusionnelle, parce qu'il ne s'agit pas du tout de la fusion, mais plus j'étais compréhensive et présente auprès de mon mari, mais qui était auprès d'une personne en situation de handicap. Et plus je lui permettais à lui de franchir des choses qu'on n'aurait jamais imaginées, et plus je m'accomplissais moi en tant que personne normale, et plus loin encore, notre environnement, leur regard changeait. Et c'est pour ça que j'aimerais apporter ces témoignages, c'est que ça part d'une personne en fait. Bon, c'est mon mari, mais c'est une personne. Et moi, je suis aussi une personne, mais je veux dire, on ne parle pas de masse là, on ne parle pas de société, on ne parle pas d'une association où il y a 300 personnes, on ne parle pas d'un thème, comme aujourd'hui c'est le travail et l'handicap, on ne parle pas d'un thème, on parle juste d'une personne et d'une autre qui colle. Et du coup, le regard des autres autour change. Alors, voilà ma réflexion aujourd'hui. Et je souhaite, avec la grâce de Dieu, je souhaite poursuivre dans cette orientation. Et je vous la soumets à vous, et puis parce que c'est vous qui allez répondre, mais en même temps, je le soumets aussi à l'assistance qui est là. Aujourd'hui, il y a, alors, vous avez mentionné, monsieur le professeur, celui qui vous faites de l'histoire, Monsieur Berch. Monsieur Berch, vous avez mentionné
le fait que le Portugal qui met les moyens, mais aujourd'hui nous avons vraiment tous accès à un moyen qui est mondialement connu, évidemment, c'est la toile, avec toutes les possibilités de programmes gratuits qui existent. Quand je vois les clips publicitaires de CEA, de EDF, ils savent toucher le cœur avec 1 minute de la vie d'un couple, il a un besoin, hop, d'un coup on voit que c'est EDF, oh mince, c'est EDF, c'était super, pour la femme, oh là là, et puis d'un coup, c'est, je ne sais plus quelle entreprise là qui vend des choses pour les femmes, j'ai dit, mais ils savent, oh nous pouvons, alors vous qui êtes, je dirais, au niveau des autorités, et qui avez un certain pouvoir de décision, ne serait-il pas possible d'unir nos efforts, et vous d'unir vos efforts, pour qu'on réfléchisse comment envahir, parce que moi c'est ça, je veux envahir les médias pour montrer, pour que ça soit visible au niveau de... Alors je termine, monsieur, excusez-moi. Au niveau vraiment de... je dirais de ce qui, l'identité, l'intérieur même de la personne en relation avec l'autre. Voilà, c'est ça c'est presque un cheval de bataille, la visibilité et utiliser vraiment la toile. Voilà, unir nos efforts. Et je termine, monsieur le journaliste, j'aimerais vraiment saluer cette initiative ce matin. Je suis heureuse d'être ici et je veux pas j'ai le micro dans les mains là, je veux vraiment dire merci à vous tous qui êtes là, qui répondez aux questions et qui présentez ce que vous faites. Mais merci aussi à nous tous qui sommes là. Je suis encouragée dans ma vie et encouragée pour un meilleur avenir pour notre pays de France, parce qu'aujourd'hui on est ici en France. Voilà. Merci madame. J'ai regardé un peu ma montre et c'est pas par rapport à vous, parce que ce que vous avez dit est tout à fait remarquable. Le problème, c'est que nous devons libérer la salle à 11h. Il est déjà 11h05 et monsieur Lerche, vous vouliez dire quelque chose peut-être? Le micro. Voilà. Merci. Madame, oui. En Allemagne, on a une chance, enfin, européen, on a une chance, c'est que le débat sur le handicap est devenu un débat national. Il ne l'est pas encore en France. La seule chose que j'observe, et regardez les dernières nouvelles d'aujourd'hui, la dernière page, il y a un cheval de Troie en ce moment, c'est l'autisme. Alors, on va prendre, c'est une toute dernière remarque, si possible, là, il faut vraiment faire du compact. Vous pouvez lever la main, s'il vous plaît, monsieur, qu'on vous repère, voilà. Merci à tout le monde, c'est monsieur Nyang, donc je suis étudiant en sociologie à l'Université de Strasbourg. Je vais juste vous parler de 3 choses brèves. L'histoire d'un ancien ami du primaire jusqu'au lycée qui était handicapé physique, mais toujours major de notre promotion. Mais malheureusement, il a eu une bourse pour aller en Algérie. Il n'a pas pu finir ses études, il a décroché parce que l'environnement n'était pas adapté à sa condition. Et dès qu'il est revenu au Sénégal, encore, ça s'est empiré parce que la loi sur l'égalité des chances n'était pas adoptée en ce moment. Et même si elle est adoptée, elle n'est que sur les textes. Et c'est un peu pour rassurer l'évolution du handicap, la manière de prendre en charge le handicap au niveau de la France. Donc c'est pour vous dire, ne vous découragez pas, vous êtes sur la bonne voie. J'ai entendu certaines réactions. Et l'autre, en 2017, j'ai travaillé avec l'association Marie-Pierre qui est dans le Haut-Rhin. C'est une association gestionnaire d'établissements sociaux et médico-sociaux. Je les accompagnais dans une question de l'innovation sociale et j'ai travaillé sur 2 ou 3 thématiques. Il y a la blanchisserie professionnelle, c'est un peu lié à ce que fait monsieur. Pour lui dire que dans cette blanchisserie, avec une lecture, ce qu'on appelle le facile à faire et le facile à lire, les travailleurs handicapés arrivaient quand même à se débrouiller. Et l'autre, c'est la question du partenariat avec le privé, parce qu'on avait un restaurant collectif qui intégrait ce qu'on appelait l'emploi aidé des travailleurs handicapés avec une structure privée. Et c'est des choses qui marchent. Mais l'essentiel, moi, ce que j'ai compris, c'est que la question du handicap dans le cadre du travail, c'est une question d'adaptation, mais aussi de réadaptation de nos pratiques, de réadaptation de notre rapport à l'autre. Donc ça nous questionne sur cette bienveillance qu'on parle, mais surtout une bienveillance professionnelle, mais une bienveillance sociale surtout. Donc ça re-questionne notre vivre ensemble de manière générale.
Merci monsieur pour ces observations. Je suis effectivement un peu désolé, je vais vous demander il n'y aura plus de temps de débat pour l'instant, mais entre nous on aura le temps de se parler tout à l'heure. Mesdames, messieurs, est-ce que vous voulez dire un dernier petit mot très très bref pour aller plus loin? Madame Romer? Non, je pense qu'effectivement, tout n'est pas réglé. Je vous ai entendu, vous en particulier, j'ai entendu tout le monde. Je pense aussi, comme le disait Madame, qu'il y a plein de façons d'agir à différents niveaux, qu'il n'y a pas une voie royale. Mais j'aimerais quand même qu'on essaye de finir effectivement sur une note optimiste. J'entends monsieur qui disait qu'il y a des pays du monde où c'est moins bien. On a vécu des expériences qui sont bien meilleures que nôtres. Au Québec, au Canada en général, je sais qu'il y a des choses, des modèles. Mais je pense que la toile va peut-être effectivement nous aider à nous comparer les uns aux autres et à nous inspirer les uns des autres. En tout cas, merci pour cette invitation. Madame Gerbert, Monsieur Lerche, encore, vous avez déjà eu la parole 2-3 fois. Allez, quand même, on va pas abuser. On va pas abuser des bonnes choses quand même. Une chose, nous n'avons pas beaucoup ouvert la boîte du handicap et donc nous n'avons pas pu mesurer que le handicap mental ou la maladie mentale font un vrai problème à part. C'est pour ça que j'évoquais tout à l'heure l'autisme et que du coup nos statistiques seraient à revoir. Bon, j'aurais dû ne pas vous donner la parole, vous m'avez piqué ma conclusion. Bon, c'est pas grave, j'en trouverai une autre. Madame Gerbert, s'il vous plaît. Alors nous avons à apprendre de nos différences. C'est ce que je retiens, moi, de la relation aux personnes handicapées, c'est qu'elles ont cette capacité de résilience. Et ce qu'on a besoin dans nos entreprises aujourd'hui, on parlait de performance, c'est certes de compétences. Après, on a évoqué le débat des diplômes, c'est un vrai débat parce qu'en même temps, dans nos sujets, on nous accuse de cultiver trop le diplôme. Mais indépendamment de ça, ce qui est important dans nos entreprises aussi, c'est le savoir-être et la résilience et la capacité des personnes à être résilientes. Et effectivement, je crois que c'est une réelle compétence. Donc voilà, donc on a à se nourrir réciproquement et non pas à combattre sur ces idées. Monsieur Queneau. Je pense tout simplement que l'organisation de cette réunion montre quand même qu'il y a une vraie volonté d'avancer. Je suis plutôt quelqu'un de positif et je pense que ce qu'a dit le président du département avant aussi montre que vraiment il y a quand même des volontés d'avancer rapidement sur ces sujets-là. L'action de Madame avant avec la journée qu'elle fait demain montre également un sujet qui est cher pour moi, c'est qu'il faut qu'on passe de l'emploi un peu subi à l'emploi aussi maîtrisé dans un deuxième temps où les gens bien sûr, selon les compétences et selon leur handicap, puissent choisir leur métier comme les autres. Donc ça, c'est des super initiatives. Donc merci de l'organisation aujourd'hui et l'invitation. Merci. Et voilà, mesdames, messieurs, merci pour tout. Merci pour votre présence. Je vous souhaite une excellente journée.